Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est le moment de vérité. Patronat et syndicats réussiront-ils à trouver un compromis sur la sécurisation de l'emploi? Les négociations ne sont pas terminées. Elles reprendront demain et il restera donc quelques heures aux partenaires sociaux avant de se quitter sur un échec ou sur un succès qui profitera alors bien sûr au pouvoir politique. Invité ce soir l'un des principaux acteurs de ces négociations, le président de la CGPME, Jean-François Roubaud, dans un instant. François Hollande qualifie d'horrible l'assassinat de 3 militants du PKK exécutés à Paris. Ces meurtres ont provoqué une onde de choc en France et en Turquie. Ils interviennent à un moment particulier puisque les négociations entre la Turquie et le PKK sont en cours pour aboutir à un accord de paix. Reste à déterminer à qui profite le crime. C'est une icône discrète du cinéma, une grande dame qui a révélé sa sensibilité et sa délicatesse au gré d'une filmographie aussi riche qu'exigeante. Emmanuelle Riva est en lice pour l'Oscar de la meilleure actrice dans Amour de Michael Haneke, un rôle difficile et bouleversant qui pourrait bien lui permettre de ravir la précieuse statuette aux jeunes favorites américaines. L'actrice se dit très heureuse ce soir, son portrait dans le tour de l'info du 22h. Voilà pour le programme de votre journal ce soir. Merci d'être en notre compagnie. Les tractations entre patronat et syndicats se sont achevées ce soir sans accord. Elles reprendront donc demain. L'enjeu de l'accord, si accord il y a, est important. Il s'agit de fluidifier le marché du travail en donnant plus de souplesse aux entreprises et de protection aux salariés. François Hollande veut croire à la réussite du dialogue social. Retour sur une journée de pourparlers avec Sandra Cerquera. C'est l'avenir du contrat de travail qui est en jeu. Flexi-sécurité d'un côté, non à la précarité de l'autre. Entre le MEDEF et la CGT, les positions divergent. On veut faire en sorte qu'il n'y ait pas de disposition en matière de régression sociale qui s'impose via cet accord. Et on est dans un état d'esprit où, quelle que soit l'issue de ces négociations, il y a besoin dans ce pays à ce qu'il y ait enfin des avancées en matière de sécurisation pour les salariés. Des négociations entamées depuis octobre 2012 et qui ne devraient s'achever que demain. Car toute la journée, patronat et syndicats ont pris du retard. Le patronat a retiré son projet de CDI très flexible, lié à la durée d'un projet de 9 mois minimum. Mais refuse toujours, dans la 4e version du texte, d'ouvrir la porte à la taxation des contrats courts, un sujet cher aux syndicats. Plus le temps avance, plus les échéances arrivent, plus la possibilité d'avoir un accord s'amenuise, c'est évident. On a un peu l'impression qu'on est quand même sur une autre planète, quoi. Donc il va falloir que le patronat redescende très vite. Pour les syndicats, le CDI doit redevenir la voie normale d'embauche, alors que 8 contrats sur 10 signés chaque année sont des CDD, souvent très courts. Et nous sommes en duplex avec Julie Hulin au siège du MEDEF. Et justement, la réunion entre les partenaires sociaux vient de s'achever. Julie. Patronat et syndicats viennent de quitter la table des négociations sans aucun accord. Dans la journée, François Hollande avait pourtant exprimé sa totale confiance dans les partenaires sociaux pour que les négociations aboutissent en quelques heures. Mais l'accord tant espéré n'a pas eu lieu. En fin d'après-midi, le MEDEF avait pourtant proposé une 4e version du texte. Si la CFDT et la CFTC parlent d'avancer pas à pas, pour la CGT, les dispositions restent inacceptables. Quant à Force ouvrière, ils espèrent que la nuit portera conseil pour que le MEDEF reviennent sur de justes considérations. Pour rappel, pour que l'accord soit entériné, il ne doit pas rencontrer l'opposition de plus de 2 syndicats. Reprise des négociations demain à 9h30. Merci beaucoup, Julie. On évoquera ces négociations avec notre invité dans un instant, Jean-François Roubaud, le président de la CGPME. Dans un entretien à paraître demain dans le Figaro, Pierre Moscovici affirme que la perspective de la taxe à 75% n'a pas provoqué d'exil fiscal. Après la censure du Conseil constitutionnel, le ministre de l'économie a aussi réaffirmé la volonté de l'exécutif de mettre en place un tel dispositif sans toutefois préciser les contours de la nouvelle mesure, à savoir son taux et sa durée.
Dans l'actualité également, c'est une triple exécution en plein Paris. L'enquête devra tenter d'expliquer la mort par balle de 3 militantes kurdes. Elles ont été tuées d'une balle dans la tête dans les locaux d'une association de leur communauté située dans le 10e arrondissement de la capitale. Ce soir, le pouvoir turc dénonce ces assassinats et évoque un règlement de compte interne au PKK, des propos que ne partagent pas du tout les membres de la communauté kurde pour qui le pouvoir en place à Ankara se cache derrière ce triple assassinat. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire et Sandra Cerquera. À la sortie des corps, des centaines de Kurdes crient leur colère. C'est ici, au centre d'information kurde, qu'ont été retrouvés, tués par balle, 3 militantes kurdes dans la nuit de mercredi à jeudi. Des CRS encerclent les manifestants, craignant des débordements. La communauté dénonce un assassinat politique. L'État turc, ce n'est pas la première fois elle a commencé par les Arméniens, les Assyro-Chaldéens et maintenant c'est les Kurdes. C'est un massacre. Le responsable des associations kurdes en France, lui, préfère rester prudent. Trop tôt pour le dire. Trop pour le dire. Que ce soit n'importe qui, les responsables sont des Turcs pour les Kurdes qui sont là. François Hollande dénonce un acte horrible. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui s'est rendu sur les lieux ce matin, condamne lui aussi fermement. L'enquête ne fait que commencer sous l'autorité du parquet. Les services de la brigade d'anticriminalité, de l'antiterrorisme sont évidemment mobilisés. Le sénateur Pierre Laurent, présent lui aussi, en appelle aux politiques français pour faire la lumière sur ce crime. Le gouvernement français a maintenant une lourde responsabilité pour éclaircir les causes de cet assassinat qui s'est produit sur le sol parisien. Souvent les militants kurdes, ceux qui ont été visés par cet assassinat, sont beaucoup sous la surveillance policière. Donc il faut expliquer comment un tel assassinat a été rendu possible. Ces 3 assassinats interviennent alors que des négociations ont récemment été entamées entre le gouvernement turc et Abdullah Öcalan, chef emprisonné des rebelles kurdes du PKK. Des négociations pour mettre fin à 30 ans de guerre qui ont coûté la vie à plus de 45 000 personnes. Et dans l'actualité aujourd'hui, des milliers de taxis ont provoqué des kilomètres de bouchons à l'entrée des grandes villes de France. Ils estiment que les nouvelles règles de la sécurité sociale sur le transport des malades mettent en péril leur activité. Dans leur ligne de mire également, la concurrence déloyale, selon eux, des voitures et des motos avec chauffeurs. Les détails avec Flora Sauvage. Des taxis qui jouent les ambulanciers, la sécurité sociale a décidé de dire stop. Car le recours aux taxis pour transporter des malades coûte cher. Le transport des patients atteints d'affections de longue durée a représenté 3,5 milliards d'euros en 2010. Les taxis ont manifesté aujourd'hui car ils craignent de perdre ce marché. L'article 44 du projet de loi de financement de la sécurité sociale introduit la possibilité pour les hôpitaux d'attribuer le marché du transport des malades par appel d'offres. Si l'article 44 est appliqué, c'est à terme 30 000 artisans qui peuvent disparaître. C'est le plus gros plan social qui existe en ce moment en France. Car le transport des patients peut représenter jusqu'à 90% du chiffre d'affaires des taxis qui exercent en zone rurale. Je travaille dans une petite commune, du taxi, j'en fais pas. Moi, c'est du médical. 99% de mon chiffre d'affaires, c'est du médical. Donc aujourd'hui, si on me l'enlève, voilà, c'est la clé sous la porte. J'ai 3 enfants et moi, je vais à la rue. À l'heure actuelle, le transport des malades est réalisé à 1 tiers par les ambulances, à 1 tiers par les véhicules sanitaires et à 1 tiers par les taxis subventionnés et remboursés par la sécurité sociale. Et la suite du 22h avec la principale actualité de la soirée, ce sont les négociations autour du marché du travail. Avec nous ce soir notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Avec nous également Stéphane Rosès. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, professeur à Sciences Po et président de CAP. Et notre invité, le président de la CGPME, Jean-François Roubaud. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que c'est votre vice-présidente qui a mené les négociations et qui va donc continuer à les mener demain, puisqu'elles reprendront demain. Alors dites-nous, ce soir à cette heure-ci, est-ce que vous êtes plutôt optimiste quant à la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux? Sans déflorer des secrets, si vous voulez, je viens d'avoir donc ma vice-présidente qui négocie. Je crois pouvoir dire qu'il y a des avancées qui ont été faites pour les petites entreprises, les PME que je représente, et que donc l'espoir d'un accord est peut-être augmenté de quelques pourcents depuis ce matin. Vous êtes plutôt optimiste donc, mais est-ce que vous y croyez parce que comme François Hollande, vous êtes de naturel optimiste ou parce que ça avance vraiment?
Non, je crois que ça a avancé quelque part, si vous voulez. Le problème de toutes ces négociations, il faut que chacun fasse un effort. Ce qui m'a un petit peu énervé, c'est le blocage sur la taxation des CDD. C'était devenu le point de blocage de tous les syndicats de salariés. Ça l'est encore ce soir ? Un peu moins, ça va revenir bien sûr demain dans la négociation. Mais il y a tellement de points à négocier qu'on ne peut pas se bloquer sur un seul. On va en parler en détail, mais je voulais savoir, s'il y a accord demain, est-ce qu'il sera selon vous historique, ambitieux, raisonnable ou à minima ? Non, il sera ni à minima, ni historique, je pense pas. Il sera historique dans le sens où on aura quand même fait une avancée qui permettra d'avoir effectivement des assouplissements pour les uns et des sécurisations pour les autres. Alors peut-être pas au niveau où les uns et les autres l'auraient souhaité, mais ça sera au moins le départ de quelque chose. C'est quand même très important. Pas une révolution copernicienne, comme on l'a entendu. Non, ça je ne le crois pas. Mais par contre, ce sera une avancée quand même très sensible et importante. Jean-Luc Rombaud, on parle de négociations sur la sécurisation de l'emploi, mais plus simplement, l'enjeu, c'est l'avenir du contrat de travail, des contrats de travail. Exactement. Et alors, je voudrais signaler que la méthode, ça nous rappelle, revenons un peu en arrière avec les 35 heures. On avait dit aux salariés, on vous donne 35 heures, mais vous faites un certain nombre de concessions, notamment sur l'amplitude de votre temps de travail à l'intérieur de la journée, voire de la semaine, etc. Là, on dit aux entreprises, on vous donne, enfin du moins, vous aurez plus de flexibilité, mais en échange, on vous demande de financer, de contribuer à ce qu'il y ait un certain nombre de garde-fous. Donc on est dans le donnant-donnant, mais le point de départ est un petit peu différent. Et vous avez raison, c'est exactement ça. La question qui est aujourd'hui en jeu, c'est la question du contrat de travail. Alors, M. Roubaud vient de dire, il ne faut pas qu'on se focalise sur la taxation des CDD en oubliant tout le reste. Mais tout le reste, semble-t-il, est accepté par les syndicats pour peu qu'on fasse quelque chose sur ces fameuses taxations de contrats de travail. D'ailleurs, sur ce point, Jean-François Roubaud, les syndicats, ils pensent qu'en les taxant, ces contrats courts, eh bien, les entreprises et les PME que vous représentez auront davantage recours au CDI. Oui, non, mais je crois que c'est une vraie vérité, parce que les 35 heures, ça a amené du travail à tout le monde. Vous êtes ironique. Non, attendez, oui, je suis ironique, parce que c'est pas parce que vous allez taxer les CDD que vous allez créer des CDI en plus. Vous allez diminuer les CDD parce que le coût va augmenter, mais vous ne créerez pas des emplois. Je crois que c'est vraiment une erreur fondamentale. Alors on verra qu'est-ce que l'on peut faire si vous voulez. Mais je voudrais rappeler un chiffre quand même. Aujourd'hui, les salariés, tous les salariés, il y a 86% sont en contrat à durée indéterminée. Je ne conteste pas qu'en ce moment, avec la situation économique, les entreprises embauchent plus facilement en CDD qu'en CDI, c'est certain. Mais la situation économique, elle est ce qu'elle est. On est dans des contraintes épouvantables pour l'entreprise aujourd'hui. Laurence Parisot, patronne du MEDEF, serait prête, en dernier recours, à la toute fin des négociations. On dit que c'est l'arme ultime, à 1 heure de la fin des négociations, à lâcher du lest sur la taxation des contrats courts. On parle d'une taxation symbolique. Dans ce cas, est-ce que vous pourriez ne pas signer le document ? Non, je pense que si l'on a C'est une piste réelle. C'est une piste réelle, puisqu'il n'y a pas de secret, si vous voulez. Je me suis entretenu avec Laurence Parisot il n'y a pas très longtemps et très longuement sur ce genre de sujet. Mais ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais sur des CDD extrêmement précis éventuellement. Mais aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, on verra demain. Mais vous savez, nous, quand on lâche la complémentaire santé, ça veut dire qu'on augmente le coût de 3 milliards. Et le coût, c'est pour les entreprises, à un moment où elles sont dans des grandes difficultés. Donc, si demain, nous obtenons vraiment les avancées sur tous les points que nous souhaitons, nous pourrons peut-être voir ce sujet-là. Mais je voudrais répéter, il y a des CDD qui sont indispensables et qu'il ne faut pas taxer. Ce sont les CDD d'usage et ce sont aussi les CDD de remplacement. Bien sûr. On va parler de l'aspect politique dans un instant avec Stéphane Rosès. Je voudrais insister sur un point. On parle souvent des divergences entre syndicats, notamment entre CFDT et CGT, mais moins entre patronat. Et il semble que ce soir, il y ait des divergences, notamment pour l'UPA. Je précise aux téléspectateurs que c'est l'organisation qui défend les intérêts des artisans et des très petites entreprises. Elle s'est montrée très discrète jusqu'alors. Et puis, elle vous a laissé d'ailleurs le soin de porter le fer, entre guillemets, avec Laurence Parisot. Mais ce jeudi après-midi, l'organisation est sortie de son silence pour critiquer vivement l'arrangement qui semble se dessiner entre le MEDEF et la CFDT. Est-ce que cet accord peut plus avantager les grandes entreprises que les très petites? Écoutez, c'était aussi le problème avec lequel j'ai eu des ennuis avec Laurence Parisot au début de la négociation. Sur le problème, le représentant du MEDEF disant « je veux bien sacrifier la taxation des CDD si j'obtiens des facilités pour les licenciements économiques ». Et tout de suite, on n'était pas d'accord du tout, parce que ça concernait un avantage pour les grandes entreprises et pas pour les PME. Le problème a été réglé. Je pense que l'UPA aujourd'hui a une petite contrainte sur les problèmes de complémentaire santé. Je pense que ça va peut-être s'arranger. Mais au-delà de l'accord, il y a un vrai problème de représentativité à l'intérieur du patronat aujourd'hui. Vous ne le niez pas.
Non, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On représente chacun des sensibilités différentes. Le MEDEF a des très grandes entreprises et des PME. Moi, je n'ai que des PME et des TPE. Donc on a chacun sa clientèle, si j'ose dire. Alors l'enjeu est bien sûr éminemment politique. François Hollande s'est dit confiant ce soir. Est-ce que, comme l'a dit François Chérec, le président joue, entre guillemets, la réussite de son quinquennat sur cette réforme du marché du travail, Stéphane Rosès? En tout cas, c'est un élément très important. Finalement, quel est le sujet du quinquennat? C'est le sujet de la présidentielle. François Hollande a dit qu'on pouvait redresser le pays sans renoncer au modèle français, mais qu'il fallait le rénover. Et de façon très précise et argumentée, Jean-Marc Ayrault, dans une tribune du Monde pour un nouveau modèle français, reprécise en tout cas les choses. Et donc, l'idée, quelle est-il? C'est que les socialistes disent, contrairement aux reproches qui nous sont faits, nous ne sommes pas sociolibéraux. C'est-à-dire que pour survivre, la France n'est pas obligée de renoncer à son modèle. Mais sur le contenu et la méthode, qu'est-ce qui différencie la social-démocratie à la française au social-libéralisme? Alors ils disent deux choses. La méthode, concertation avec les partenaires sociaux, et le contenu, ça a été dit, c'est une sorte de donnant-donnant. Autrefois, le compromis social-démocrate en Europe, avant la chute du mur de Berlin, c'était la prospérité pour le plus grand nombre contre la paix sociale. Il est caduc. Donc ils disent plus de compétitivité pour l'économie française, mais il faut mieux sécuriser le parcours des salariés, plus homogénéiser le salariat. Et donc, s'il y a un accord, même à minima, parce que d'un certain point de vue, le MEDEF a intérêt qu'il y ait un accord, plutôt que de laisser au Parlement la donne en termes de contenu, voilà. Et la CFDT et le gouvernement a besoin symboliquement de dire, vous voyez, ça marche. Nous, on arrive à réformer, contrairement aux équipes antérieures, avec l'assentiment des partenaires sociaux. Il y a une troisième voie entre le conservatisme, on ne bouge pas, mais à terme, on meurt, et le social-libéralisme, c'est-à-dire contre ce qui a été fait ailleurs ou antérieurement, on balaye peu à peu tout ce qui fait notre modèle social. Donc on comprend bien les forces qui ont intérêt à ce qu'il y ait un accord, même à minima. Jean-François Roubaud, s'il y a accord, ce sera la victoire du dialogue social, mais vous offrez donc aussi une victoire politique au président de la République. Mais ça ne me gêne pas, vous savez, moi, les victoires politiques, si elles satisfont les entreprises et si elles permettent à notre pays de retrouver un peu de croissance et de l'emploi, parce que c'est quand même le problème numéro 1 aujourd'hui, j'applaudirais des deux mains. Vous savez, moi, je ne représente que les entreprises, ni la droite ni la gauche. Tranquille. Jean-Luc Roubaud, cette réforme, si elle a lieu, à travers un accord pour François Hollande, c'est aussi un élément clé de son dispositif de lutte contre le chômage. Oui, alors vous dites si elle a lieu, mais plus j'entends la discussion, plus j'ai l'impression que... Qu'on est optimiste? Oui, que l'optimisme se dégage. Effectivement, parce que en fait, l'idée, c'est il faut résumer quand même, l'idée c'est la suivante. Vous avez une économie fluctuante et vous avez un droit du travail plutôt rigide, même si c'est quand même sacrément assoupli ces dernières années. Donc l'idée, c'est adaptons le droit du travail au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture pour en amortir les effets. Et je pense qu'il faut insister sur l'importance. L'idée de modifier le contrat de travail en fonction des aléas de la conjoncture pour une entreprise, c'est quand même une avancée pour elle absolument. C'est très important. Le reste est quand même... Alors, il y a d'autres choses, notamment le problème sur la rupture du contrat de travail, le cadrage juridique qui va, disons, mettre un peu protéger l'entreprise face à la rupture du contrat de travail. Mais la modification, pour un salarié, par exemple, c'est très important, et pour un chef d'entreprise, c'est également très important. Si on obtient ça avec l'accord des syndicats... Et certains syndicats. Du moins la majorité. Voilà, le fait que la majorité ne soit pas contre. La CGT, sauf miracle. Voilà. Pour François Hollande, effectivement, c'est une victoire politique. Rappelez-vous que Schröder, bon, les réformes allaient beaucoup plus loin avec Hartz et Hartz II, mais il l'a imposé aux syndicats. Il y a eu des manifestations violentes, ils ont été battus. Mais là, il obtiendra quelque chose, un consensus, et le Parlement votera ça comme une loi. Ben, ça, alors on parle de consensus du dialogue social, mais est-ce qu'il y a eu des pressions
Ou est-ce qu'il y a eu une forme d'ingérence, en tous les cas, au cours de ces discussions, de ces négociations de la part du pouvoir politique? Je l'ai reproché à Michel Sapin hier matin sur une antenne en disant qu'il ne fallait pas qu'il s'immiscie dans les négociations. Mais comment l'a-t-il fait, selon vous? Écoutez, j'avais vu dans la presse qu'il avait demandé aux syndicats de mettre de la pression et à nous, si jamais vous ne signez pas, vous allez voir les CDD, on va les retirer du crédit du CIC. Eh ben, ça vous a peut-être fait avancer. Non, mais attendez, donc j'ai appelé immédiatement M. Sapin au téléphone, on en a échangé ensemble et il a convenu qu'il n'interviendrait pas du tout dans la négociation. Oui, bien sûr, vous savez, une négociation, elle dure depuis 3 mois et demi, donc ça se fait pas tout seul. Je disais il y a quelques jours, c'est normal que ce soit très difficile, c'était lundi matin, parce qu'il faut que chacun montre ses muscles. C'est pas facile, c'est une confrontation quand même, vous savez. Et là, chacun, et puis après, quand on est autour de la table, on est entre gens quand même sérieux, et maintenant nous avons quand même autour de la table partout des gens sérieux, ça permet de faire des avancées, de faire des compromis et de finalement trouver des accords. Même la CGT, même Info, sont des gens sérieux? Non, attendez, je ne veux pas qualifier de CGT, mais la CGT, de toutes les façons, ça fait 3 mois et demi qu'on sait qu'elle ne signera pas. C'est pas nouveau. C'est-à-dire que donc tant pis. La position de la CGT était d'élargir à d'autres champs, et constatant que visiblement à deux ça ne marchait pas, la CGT pense qu'elle a plus de chance et plus intérêt à passer par le Parlement. Quant à Force ouvrière, il y a un autre sujet qui n'est pas dit, c'est le sujet de la fonction publique. Et donc, derrière ces genres de... Il y a la négociation immédiate apparente, et puis il y a une sorte plus généralement de grand bargaining qui mêle des dossiers qui ne sont pas directement ces dossiers et qui sont un peu connexes. Jean-François Robaut, pour revenir justement à ces relations entre syndicats et aussi entre patronat, Laurence Parisot donc serait probablement amenée à un autre mandat et peut-être à une modification des statuts. Qu'est-ce que vous en pensez? Puisqu'apparemment vous vous entendez mieux avec elle. Je n'en pense strictement rien. C'est le problème interne. C'est le problème interne du MEDEF. Normalement, son mandat s'arrête. Non, pas du tout, parce que je n'ai aucun pouvoir d'ailleurs. Elle va peut-être proposer à son exécutif de modifier les statuts pour reprendre pour se remettre comme candidate au MEDEF. Je n'ai pas d'analyse à faire, c'est pas à moi, je n'ai aucune importance là-dessus. Donc nous verrons bien ce que le MEDEF réglera et on verra bien quel sera mon collègue, si j'ose dire, dans quelques mois. Une petite question simplement, quels sont les retours que vous avez des PME? Est-ce que tout ça ne les dépasse pas un petit peu? Alors, oui, bien sûr, ça dépasse un petit peu, mais ce qui a le souci, je le disais tout à l'heure, parce que j'ai eu un chef d'entreprise qui est un président d'une grande région française au niveau de la CGPME, qui me disait: les troupes ne sont pas contentes, les troupes sont inquiètes, ne serait-ce que sur la complémentaire santé, ça va coûter 3 milliards. Aujourd'hui, nos entreprises ont beaucoup de difficultés à faire ces fins de mois, et rajouter une charge, il faudrait vraiment que tu obtiennes beaucoup de facilité en face et d'assouplissement pour qu'on puisse quand même le présenter. Alors, quel scalp, entre guillemets, vous allez leur ramener demain? Eh bien, écoutez, ça va dépendre de la fin des négociations. Pour l'instant, je n'ai aucun scalp dans mes poches. Non, c'est-à-dire, il y a peut-être deux choses, Sonia. Il y a... derrière la question du scalp, il y a un pari sur l'avenir qui est que tout ça, avec le plan compétitivité, fait que la situation de la France va s'améliorer sur le moyen terme. Ce qui fait que les bases, le salariat lui-même est très inquiet. Beaucoup de PME, PMI sont très inquiets et les partenaires sociaux font un petit pari que sur le moyen terme, l'ensemble des mesures prises vont quand même améliorer et rentrer dans un équilibre où il y aura d'un côté compétitivité parce qu'il y a une promesse d'inversion de la courbe du chômage d'ici fin 2013. Oui, on peut se donner du moyen terme quand même. Il faudra attendre un petit peu pour cette promesse, un peu plus que fin 2013. Des promesses à un an, je ne sais pas les tenir. Ce que je sais, c'est qu'on peut tous espérer, c'est que d'une part, la croissance de la Chine soit entre 8 et 10%, et que la croissance américaine, qu'on commence à sentir un tout petit peu, continue, auquel cas, effectivement, dans un an et demi, on aurait un peu d'assouplissement pour notre économie en Europe. Merci beaucoup, messieurs. Restez avec nous. La dernière page de 22h avec, comme à présent, le tour de l'info. Il est signé Cécile Sixou. Un acte de violence scandaleux. À Brest, Vincent Payon, venu défendre sa réforme sur les rythmes scolaires, a condamné les méthodes de l'école maternelle de Léa, 5 ans, emmenée par la police pour des impayés de cantine. Je dis vraiment à tous les Français, à tous les élus, d'éviter de faire ce genre de choses qui sont absolument scandaleuses. Il peut y avoir des difficultés avec des parents. Jamais on ne doit s'attaquer aux enfants. Le défenseur des droits a décidé d'ouvrir une enquête.
C'est un poste clé de l'Eurogroupe et il revient à une Française. Danielle Nouy a été nommée présidente du Conseil de supervision de l'institution européenne. Sa mission désormais surveiller les banques européennes après l'avoir fait en France. Une compensation pour Paris qui espérait voir son ministre des Finances Pierre Moscovici prendre la tête de l'institution après Jean-Claude Juncker, même si ce soir le ministre se défend d'avoir jamais été candidat. Pas plus, pas moins, la Banque centrale européenne a décidé de maintenir son principal taux directeur à 0,75% en raison de la normalisation des marchés financiers. Selon Mario Draghi, le président de la BCE, malgré la récession et la hausse du chômage, tous les indicateurs poussent à l'optimisme. Mario Draghi a également présenté le nouveau visage du billet de 5 €. En circulation dès le mois de mai prochain, il sera le premier d'une nouvelle série de coupures baptisée Europe. La justice française donne son feu vert à la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Condamné à perpétuité et incarcéré depuis 28 ans pour l'assassinat de 2 diplomates américains et israéliens en 1982, le Libanais devra tout de même attendre avant de sortir de prison, car la décision de la Cour d'appel de Paris est soumise à condition. Le ministère de l'Intérieur doit au préalable accepter son expulsion de la France. À 85 ans, elle sera la doyenne de la cérémonie. La Française Emmanuelle Riva a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Amour de l'Autrichien Michel Haneke. Une consécration pour la comédienne qui a commencé sa carrière dans les années 50 avec un premier grand rôle dans le film Hiroshima mon amour d'Alain Resnais. Toute sa carrière, elle a oscillé entre petit et grand écran avec une place prépondérante pour le théâtre. Et la dernière page du 22h à présent avec, comme tous les jeudis, la semaine tout en caricature d'Hervé Baudry. Notre dessinateur a choisi de croquer les bonnes résolutions de 2013. Regardez. Voilà pour les bonnes résolutions de 2013 vues par Hervé Baudry. Jean-Louis, votre choix? C'est la courbe du chômage, en espérant pour M. Hollande que ça fera remonter. Par contre, ça a inversé la courbe de sa popularité. Oui, il faut l'espérer. Stéphane? J'hésite, je voulais dire Depardieu, mais c'est pas convenable, donc je vais être plus politiquement correct. Non, évidemment, Assad, si Poutine peut faire quelque chose pour récupérer Assad, ce sera bienvenu. Oh bah écoutez, alors j'ai choisi une troisième voie, ça serait la paix pour la Syrie, parce que je trouve que c'est un vrai drame. On choisit le même dessin. Merci beaucoup messieurs. Tout de suite, l'émission Génération République. Belle soirée, à lundi, avec plaisir. I get what it means. You have to survive.
Bienvenue dans Génération République. Comme chaque mois, Génération République s'efforce de réconcilier notre jeunesse avec notre République, ses institutions et les questions qui se posent dans notre société d'aujourd'hui. Et dans ce nouveau numéro, nous allons parler de laïcité. Ce sont des étudiants qui vont discuter de cet idéal, de ce principe, de son cadre juridique et penser le vivre ensemble. Aujourd'hui, c'est le centre universitaire Malesherbes, Paris 4, Sorbonne, qui nous accueille. Ces locaux appartenaient avant à HEC et aujourd'hui, ce sont plutôt des étudiants de langue, de littérature, de civilisation étrangère qui se sont appropriés les lieux. C'est ici que les étudiants vont faire état de leur conception de la laïcité. Et pour nous éclairer, pour nous aider à réfléchir, eh bien, le philosophe ruénogien sera avec nous. Allez, immersion. Et bonjour. Bonjour. Vous dites très bien bonjour. Merci d'être là. Vous savez de quoi on va parler? On va parler de la laïcité. Première question, très primaire, manichéenne. Vous êtes pour ou contre? Qui est pour? En général, le sujet fait toujours consensus. Globalement, on est plutôt pour la laïcité. Mais le problème, c'est d'arriver à définir les subtilités par rapport à la laïcité. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément de débats. La laïcité, c'est globalement en fait, ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est la séparation en fait, de l'État avec les religions. Ça revendique aussi la liberté en fait, de l'individu en lui-même, de pratiquer sa religion. C'est globalement ce qui nous permet de vivre ensemble. Ça permet un peu le vivre ensemble, hein, Raphaëlla? Oui, c'est ça, c'est ce qui fait que la sphère du religieux est séparée de la sphère du politique et que finalement le religieux il est remis dans la sphère privée mais qu'il est protégé grâce à la laïcité puisqu'on est protégé dans nos croyances, on a le droit de croire, on a le droit de pratiquer tant que ça ne dérange pas dans la sphère publique. Et donc voilà, la laïcité, ça garantit ça. Il y a un invité qui est avec nous via webcam, qui s'appelle Ruénogien, qui est philosophe, qui est directeur de recherche au CNRS en philosophie morale, anthropologue. J'aimerais que vous apportiez votre éclairage, votre regard sur ce qui a été dit par les étudiants jusque-là. Oui, au fond, une des raisons pour lesquelles il faut absolument séparer l'Église de l'État, ou les différentes églises de l'État, c'est des raisons, si vous voulez, de paix civile, de stabilité sociale. Il faut faire attention, on est dans un pays dans lequel il y a différentes croyances. Si on veut éviter des guerres de religion, alors il faut qu'il y ait des institutions qui permettent à chacune de s'exprimer sans se faire la guerre. Ça, c'est des raisons pratiques. Mais il y a d'autres raisons, d'autres justifications à la séparation de l'Église et l'État. C'est une certaine forme de culte de la raison. On croit que les religions en général, c'est quelque chose qui exprime un état primitif de la pensée humaine et il faut essayer de s'arracher à la religion autant que possible parce que c'est quelque chose qui témoignera d'un progrès de l'humanité. J'aimerais qu'on continue à faire cette passerelle entre la pensée et la politique. Je voudrais que vous regardiez un reportage que nous avons fait qui va retracer l'histoire de la laïcité en France. Regardez. Instituteur versus curé. Morale laïque versus morale religieuse. Qui de ces deux pour encadrer la démocratie et fixer ses limites? Le bras de fer pour instaurer en France un État laïque a été long. Le premier déclic, c'est la révolution de 1789. La France ne se perçoit plus comme la fille aînée de l'Église. Toutes les femmes et tous les hommes désormais ne sont plus déterminés par leur communauté d'origine, ils sont déterminés par le fait qu'ils sont des citoyens. Et le lieu, comme dit Condorcet, où l'on va apprendre à être citoyen, c'est l'école. Avec les lois de Jules Ferry, l'école sera en fait le premier lieu de la République à devenir vraiment laïque, avant l'État. Mais elles ouvrent ainsi la voie à la loi de 1905. L'État chez lui, l'Église chez elle, dira Victor Hugo. Contrairement à ce qui a pu être dit, la loi de 1905 n'est pas anti-religieuse. Il y est dit que l'État garantit la liberté de conscience, c'est la première condition de la laïcité, c'est-à-dire être libre de croire ou de ne pas croire. Deuxième élément, liberté de culte. L'État ne reconnaît, ne salarie, ne subventionne aucun culte. Tout cela conduit logiquement à l'indépendance réciproque des églises et de l'État. La laïcité s'inscrit dans le préambule de la Constitution de la 4e République, puis dans l'article 1er de la Constitution de 1958. La France devient une république indivisible, laïque
démocratique et social. Mais tout n'est pas gagné et les défenseurs de la laïcité restent vigilants. Par exemple, le Concordat, le statut d'exception d'Alsace-Moselle qui engage l'État à financer les lieux de culte, est toujours en vigueur. L'Alsace-Moselle, pour moi, est l'atteinte la plus grave à la laïcité, puisque en Alsace-Moselle, il n'y a pas la loi de 1905, et donc le clergé est payé par l'État. Il y a 1400 membres du clergé qui sont payés par les impôts publics de tout le monde, de toute la France. Bon. Et ensuite, la loi de Jules Ferry, qui laïcise l'école publique, n'est pas appliquée également en Alsace-Moselle. Bon. Donc les deux lois principales sur lesquelles repose la laïcité française ne sont pas appliquées en Alsace-Moselle, alors même que la France est une république indivisible. La laïcité, un acquis toujours un peu fragile. À la fin des années 80, par exemple, le paysage religieux change en France. Le port du voile pose alors problème à l'école. En 2003, rebelote. Le 11 septembre et la deuxième intifada ravivent les tensions religieuses. En 2002-2003, il y a des tensions entre élèves musulmans et élèves juifs dans les écoles. La commission Stasi se dit qu'il faut ramener du calme dans les établissements scolaires. Bon. De ces 26 propositions, on n'a été retenu que celle qui concernait les signes religieux ostensibles. C'est à la fois l'interdiction du foulard et de la kippa. La laïcité est de nouveau chahutée pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Dieu transcendant qui est dans la pensée et dans le cœur de chaque homme. On assiste à un brouillage des frontières. La séparation de l'Église et de l'État n'est plus aussi nette que le dicte la loi de 1905. Le bilan du quinquennat qui vient de s'achever, de ce point de vue, ressemble à un poème à la Prévert. Que ce soit en effet le discours du Latran, ou le président de la République qui est le premier magistrat qui représente toute la France, qui représente la République, se met à dire que le prêtre, c'est mieux que l'instituteur en matière d'éthique. On se prend à rêver. Le discours lors de la réception du pape à l'Élysée, où l'un et l'autre parlent de laïcité positive. Quand il veut dire laïcité positive, il veut dire que c'est une laïcité qui va mettre ce qu'il appelle les racines catholiques de la France sur un piédestal, et donc qui ne va pas appliquer les exigences de laïcité au catholicisme. D'une laïcité positive. Léger glissement de terrain, cette laïcité positive veut réinitier des liens privilégiés entre le catholicisme et l'État. Mais quid aujourd'hui de ce principe constitutionnel ? Je vous rappelle que le principe constitutionnel qu'on vient d'évoquer dans le sujet, c'est dans l'article 1er de la Constitution de 1958, la France devient une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Au vu du sujet, Jérémy, est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une sorte d'homogénéité, de laïcité, de neutralité ? Le problème dans notre laïcité, c'est qu'on indique que la République est indivisible, mais en même temps on reconnaît les communautés. Et plusieurs communautés ne forment pas l'indivisible. C'est-à-dire que, par exemple, je trouverais assez judicieux, ça n'engage que moi, de rajouter parmi ces termes « ne reconnaît aucune communauté ». Est-ce que tu parles de communauté ou est-ce que tu parles de communauté religieuse ? Je parle de communauté au sens large. C'est-à-dire que la France devrait être une, pas puzzle, pas pluriel. Une et indivisible. Là, on n'est pas une. On est plusieurs communautés. Soit on statue sur le fait... Mais on est une république. Oui. On n'a pas dit une communauté indivisible. Oui. Tu es en train de dire que la France n'est pas unie entre tous les Français. J'ai l'impression que tu es en train de mettre des communautés de partout. J'ai l'impression que tu es en train de dire que ces communautés-là ne respectent pas la République. Non. Il ne faut pas nier le fait que notre pays a une histoire. L'histoire, elle évolue. C'est pas la même chose. Ah non, parce que moi je suis par exemple tolérant avec le fait que je peux aimer n'importe qui, aider n'importe qui, tolérer n'importe qui dans mon pays, à condition qu'il respecte les lois de la République. Dans ton pays, dans notre pays. Dans notre pays. Non, mais je parle à mon nom. Donc, dans mon pays, là. Ah oui, parce que tu me piques pas mon pays. Non, je serais seul dans mon pays, je serais un petit peu... Un peu seul. Il y a quand même une troisième option sur la définition des différentes sphères, espace public, espace privé. Il y a les institutions publiques. En l'occurrence, on peut prendre en exemple l'école. Qu'est-ce que ça t'évoque ?
C'est le terreau où on plante les germes d'où émergera le futur citoyen, la future citoyenne. Et donc c'est là qu'il faut commencer à débattre. Aujourd'hui, on parle d'instituer des cours d'éthique laïque, de morale laïque. Voilà. L'Allemagne a depuis longtemps un cours d'éthique dans ses écoles. Nous, on avait des cours d'éducation civique. On a, de mon temps, c'était le CJS. Oh là là, oui, toi aussi, t'es vieux comme moi. L'éducation civique, juridique et sociale. Oui, ouais. Oui. Bon, en l'occurrence, tes cours de morale laïque, puisque tu l'évoques, qu'est-ce que ça vous... Je pense que c'est très important. Oui, Natacha. Enfin, voilà. Je pense que c'est super important de faire évoluer ces cours-là pour les adapter à la société actuelle. Ça veut dire quoi? Parce que finalement, il y a 91% de la population, quand on dit morale laïque, est-ce que vous êtes pour ou contre, qui disent oui, c'est super. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sait? Est-ce que tu as une idée, Marie? Simplement, au même titre que le respect, au même titre que plein de valeurs qu'on est censé porter, au même titre que la tolérance, je pense que c'est des valeurs déjà que les professeurs, en enseignant ces valeurs à l'école, ils rencontrent beaucoup de problèmes. On a beaucoup de professeurs, par exemple, quand on faisait des cours de sciences et vie de la Terre au lycée, on a beaucoup d'élèves qui étaient en opposition frontale avec tout ce qui concernait la théorie de l'évolution de Darwin, par exemple. Donc c'est des questions qui frontalement... Beaucoup. On les entend plus que les autres parce que c'est surprenant. Tout à fait. Mais c'est pas beaucoup. Personnellement, j'étais dans un lycée en Seine-Saint-Denis et il y a une grande mixité sociale, quelque chose qui est très riche culturellement et c'est quelque chose qui est facteur d'une grande discussion entre nous. Je ne suis pas forcément convaincue que la morale... C'est bien joli comme ça, comme vous disiez, c'est bien joli, c'est quelque chose, oui, ça serait bien que ce soit enseigné à l'école quand même, mais est-ce que c'est le rôle des professeurs? Est-ce que c'est pas tout simplement le rôle de nos parents de nous enseigner la tolérance, la laïcité? Est-ce que c'est pas dans l'éducation tout simplement? Est-ce qu'on mélange pas? Est-ce qu'on pose pas des mauvaises questions? Est-ce que c'est pas un besoin si la question se pose? Je pense que la remise en question, elle n'est pas sur le bon terrain. La question doit se poser dans la sphère privée. C'est pas forcément à la maison que les parents vont faire ce travail-là. Et c'est dans les institutions publiques comme l'école qu'on peut toucher un plus grand nombre et permettre une meilleure connaissance de la diversité dans une société multiculturelle. Moi, en fait, je pense que l'école éduque vraiment. Et c'est pas seulement le rôle des parents. Parce que les enfants, même, sont depuis le plus bas âge, en fait, ils passent beaucoup de temps à l'école. Et justement, c'est là où il y a un problème, je pense, parce que... Est-ce que ça ne développe pas l'intolérance, justement, de cacher les religions? Est-ce que si jamais, dès le plus bas âge, on mettait à la vue de tous que les camarades sont différents, mais ils peuvent vivre ensemble très bien, ça pousserait les jeunes à s'accepter entre eux? Je pense que c'est un vrai sujet parce qu'effectivement, on ne peut pas rester avec les lois de 1905 et se dire qu'il n'y a pas d'évolution par rapport à ce modèle et prendre la loi et dire « ah bah alors il faut appliquer ça comme ça ». Non, c'est des vraies discussions à avoir. La question, c'est comment est-ce qu'on va les avoir? Est-ce qu'on a envie de les avoir en stigmatisant ou est-ce qu'on a envie d'avoir une discussion productive qui va faire évoluer notre modèle de laïcité? Évoluer ou préserver, mais en tout cas, c'est des choix à faire et c'est des choix à discuter et à rejustifier à chaque étape. Tu viens de parler de stigmatiser certaines religions. En l'occurrence, on parle clairement de l'islam quand on parle de stigmatiser aujourd'hui les religions. Je voudrais maintenant qu'on aborde le sujet encore d'une autre façon, sous un autre angle. C'est quelle liberté pour les religions dans notre État laïque? Je vous propose de regarder tout de suite un reportage sur ce sujet. La religion n'a aucune place dans l'espace public. C'est une affaire privée. Les cultes s'expriment comme n'importe quelle association libre, mais sans aucun mot à dire, je dirais, sur l'organisation de cette société. Ça ne veut pas dire que c'est une affaire individuelle, c'est une affaire privée qui peut être collective, qui peut concerner un grand nombre de gens. Donc la laïcité, c'est d'abord un compromis, et c'est sur ce compromis que nous vivons depuis un siècle. Donc c'est quand même un système qui, quoi qu'on en dise, fonctionne très bien. Les religions semblent toutes s'entendre, oui. Elles ont le droit de se faire entendre sur la place publique. Mariage homosexuel, logement ou euthanasie, quel que soit le sujet, elles défendent leur point de vue sans faire pression sur les décisions politiques. Face à la laïcité, il y a donc un principe d'égalité des religions, mais quid de l'égalité de financement des lieux de ces différentes religions? Le premier principe, c'est la séparation entre l'État et les religions. On ne peut pas demander à l'État de financer les lieux de culte pour les religions. On ne peut pas non plus demander aux collectivités locales de le faire. Le principe dicté par la loi de 1905 visait à l'époque la religion dominante, l'Église catholique. Mais que dit la loi?
L'État ne finance plus la construction des lieux de culte, il veille à l'entretien des églises construites avant 1905, dont il est devenu propriétaire. Mais depuis 100 ans, le paysage a bien changé avec des vagues successives d'immigration et l'émergence de l'islam. Et sans financement public, les nouveaux venus manquent de lieux de prière. Du coup, certains sont moins égaux que d'autres face à la laïcité. On est dans un État laïque, un État républicain qui reconnaît l'ensemble des cultes avec une loi de la laïcité qui est applicable à tous, ou on n'est pas dans un État laïque et encore moins républicain. Les musulmans sont obligés de déborder sur les places publiques et sur les lieux, sur les rues, alors qu'ils n'ont pas le droit, mais en même temps, ce droit-là est opposable à un autre droit, celui de certains maires qui veulent empêcher la construction d'une mosquée. Marseille, c'est un cas spectaculaire. On a la plus grande communauté musulmane, est quasiment à Paris, à Marseille. À Marseille, ils n'ont pas de mosquée. Mais au-delà du droit et des besoins, se posent globalement des questions de morale. La liberté d'expression se frotte souvent au respect des religions. Toutes en ont fait les frais, mais les affaires des caricatures du prophète Mahomet ont particulièrement fait des vagues. Devoir concilier des inconciliables, c'est bien l'enjeu quand on parle de liberté de chacun dans un pays pluriel. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une équation qu'on va arriver à résoudre un jour? Respecter la liberté de chacun dans un pays pluriel, hein, Guillaume? Évidemment, mais oui. Ben, on a réussi à construire la France de façon totalement artificielle, sans qu'il y ait aucune cohésion culturelle, linguistique, géographique sur notre territoire, du nord au sud, de l'Alsace à la Bretagne. Et pourquoi pas... Pourquoi pas continuer? Bah oui. Quand on parle de... On a un petit peu ciblé, Marie, dans le reportage, sur cette opposition qu'on peut retrouver entre liberté d'expression et respect des religions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te choquer, la liberté d'expression? Ça peut me choquer, et je pense que ça peut heurter des gens à partir du moment où j'ai trouvé que dans la dernière caricature de Charlie Hebdo, il y avait quelque chose de gratuit. J'ai trouvé qu'il y avait un acte de caricature pour la caricature. C'est gratuit et c'est pour faire vendre. On oublie qu'il y a beaucoup de musulmans, puisque là on parle de la religion musulmane, qui sont en parfait accord avec la République, qui n'ont pas de soucis. Et justement, la laïcité, si elle a été mise en place, c'est pour protéger les citoyens les uns des autres, en fait, pour pas qu'il n'y ait de débordement d'un point de vue religieux. Et là, est-ce que justement, par l'excuse, entre guillemets, de la liberté d'expression, de ces débordements n'ont pas lieu? Voilà. Mais c'est quoi le but d'une caricature, justement? Je défends la liberté d'expression, la liberté de la presse. Mais ce qui me choque, c'est les actes qu'il y a eu après. On va avoir des personnes qui vont, pour répondre à ce message de la caricature, aller détruire, incendier, etc., les locaux de la presse. Moi, c'est ça qui me choque. On adhère ou on n'adhère pas, mais on n'a pas à avoir de comportement violent pour n'importe quelle religion par rapport à une valeur qui est la liberté d'expression qu'on a durement acquis au fil de notre histoire. Ok, tu as le droit de caricaturer tout ça, mais pas aller jusqu'à offenser les autres. Donc tu es contre les caricatures? Pas la caricature générale, ce genre de caricature-là. Alors là, est-ce que par exemple, juste un instant, Mehdi, est-ce que tout te choque de la même façon ou certains plus que d'autres? Honnêtement, tout me choque. Là, les trois me choquent. Les trois te choquent? Là, les trois me choquent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout détourner. C'est la limite de la liberté d'expression. On est dans la démagogie. Il y a des limites. Alors, c'est ça, il y a des limites à la liberté d'expression, c'est ça que tu dis? Non, je veux dire, ok, on a la liberté d'expression. Mais je dirais, à la limite, on ne va pas aller choquer quelqu'un. On va pas aller insulter quelqu'un. On est dans la limite de liberté d'expression. Ruven, vous souhaitiez intervenir? Notre droit, au fond, a changé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qui va être condamné dans un pays comme la France, ce n'est pas le blasphème ou le sacrilège, mais le tort qui est fait à des personnes particulières. Essayer de distinguer dans la mesure du possible ce qui est choquant et ce qui doit être réprimé. Quel est l'enjeu de la société aujourd'hui? Est-ce que c'est respecter les religions, respecter la laïcité, ou est-ce qu'il ne faut pas renvoyer ces deux questions dos à dos, selon toi? C'est pas vraiment la même chose. On peut pas. C'est deux choses différentes, c'est deux choses à dissocier. Mais respecter les religions, je pense que c'est un principe de la laïcité. Et c'est ce qui permet en fait de bien appliquer la laïcité. En tous les cas, ces questions d'évolution de la société sont fondamentales quand on re-questionne jour après jour
cette notion, cette valeur fondamentale qui est celle de la laïcité. Je voudrais qu'on regarde un troisième reportage maintenant, qui est celui de la question de l'évolution de la laïcité face à la société, ce qui anime les politiques pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons. Regardez. La laïcité est donc un principe, un idéal, une configuration juridique, mais tout cela est mouvant, sans cesse en évolution, réévalué. Son principe et son application font l'objet de moult rapports qui abreuvent tous les ministères, l'idée étant de tenir compte des évolutions de la société à spectre large, car la laïcité est partout. La laïcité, ça touche tous les ministères. Je veux dire, je peux prendre chacun des ministères où je verrai que les problèmes laïques sont... Alors, il y a évidemment le ministère de l'Éducation pour enseigner la laïcité aux jeunes. Il y a le ministère de l'Intérieur qui protège le libre exercice des cultes. Il y a le ministre de la Santé qui, dans les services publics hospitaliers, doit veiller à ce que l'égalité d'accès aux soins ne soit pas perturbée par des pratiques religieuses. Il y a le ministère de la Justice qui applique la loi laïque, qui veille en particulier à ce que tout ce qui relève du civil ne soit pas imprégné du religieux. Prégnante dans tous les recoins de la société, oui. Mais parfois au point qu'elle ne devienne un fourre-tout, espace d'amalgame entre questions d'intégration et religion, entre communautarisme et communautarisme religieux. Ainsi, la laïcité se retrouve une valeur galvaudée. Cette nouvelle laïcité stigmatise une religion, il stigmatise souvent les musulmans. La laïcité, ça sert simplement, dans cette perspective, à essayer d'utiliser le mal-vivre des banlieues, essayer d'utiliser la peur, à stigmatiser la population musulmane. Et alors c'est déplorable parce que du coup, maintenant quand un musulman mais qui pratique tranquillement sa religion, qui n'embête personne, qui ne fait que être sous la garantie de la loi de 1905, quand on lui parle de laïcité, il se dit qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Elle devrait être un terrain d'apaisement. On la retourne parfois pour faire peur. On s'appuie sur des faits divers, montés en épingle. S'est fait arracher son pain au chocolat à la sortie du collège par des voyous qui lui expliquent qu'on mange pas pendant le ramadan. Sur des chiffres, souvent contestés, pour surligner la montée de l'islam en France. Mais souvent, les politiques s'en emparent et instrumentent la laïcité. Une élection, ça se gagne en faisant aussi du marketing. Le Front National s'est emparé du thème de la laïcité, a essayé de se l'accaparer. Donc c'est là où les républicains doivent dénoncer ce rapt, ce vol, pour en faire un instrument de combat, non pas pour la liberté de conscience, mais contre une religion et une seule. C'est donc à la République de se dresser pour ne pas se laisser confisquer ses principes fondamentaux. Et parfois, certains partis ont pu, par angélisme, déserter des sujets qui pouvaient poser problème. Certaines parties de la gauche a sans doute été molles, c'est-à-dire qu'au fond on était peut-être trop empreint de multiculturalisme et de respect des différences, et puis pas assez affirmé qu'au-dessus de ces différences, il y avait la loi commune qui était celle de la République, et le vivre ensemble dans la République qui doit dépasser les différences. Entre postures politiques, évolution du paysage culturel et religieux, les questions fondamentales posées par la laïcité en France sont bien compliquées dans un pays qui prône la séparation complète entre l'Église et l'État. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ce qui me marquait, c'est déjà de se rendre compte qu'aujourd'hui, les religions, c'est un véritable enjeu social. Déjà parce qu'il y a une confusion majeure entre la religion et le social, justement. On stigmatise beaucoup la religion musulmane, parce que c'est vrai, il y a une coïncidence entre les milieux sociaux défavorisés et l'appartenance à l'islam. Et donc, ça fait un amalgame dans la tête de beaucoup de politiciens. Pour moi, la laïcité, c'est un idéal républicain, mais il ne faut pas le laisser, voilà, à ces politiciens. Il ne faut pas se laisser accaparer le sujet. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi énorme du fait, comme on le dit dans le sujet, c'est qu'il y a une particularité quand même française, qui est celle de vouloir dire qu'il y a une séparation absolue entre l'État et l'Église à la base, et les églises finalement aujourd'hui, et les différents cultes. Mais il y a une sorte d'affirmation totale là-dessus par rapport aux autres pays. Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume ? L'Union européenne, par exemple, fonctionne avec une théocratie comme le Royaume-Uni. Un pays neutre comme la Belgique qui subventionne ces églises. La séparation de l'État et de la religion dans la Constitution, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas au Portugal, au Japon, au Mexique. Et pourtant, dans ces pays-là, on ne va pas retrouver exactement les mêmes codes qu'en France. Je pense qu'on ne peut pas comparer notre modèle de laïcité au modèle américain où le président jure sur la Bible au moment de son investiture. Mais je trouve
Le problème, c'est qu'on comprend assez mal la laïcité. On a l'impression que parce qu'on a ce modèle de laïcité, on ne peut pas parler de religion, on ne peut pas parler de sa religion, on ne peut pas montrer sa religion. C'est pas vrai, c'est pas ça. Même si on en revient fondamentalement au texte de 1905, c'est pas ça que dit la loi de 1905. Elle préserve justement la liberté d'exercice des cultes et la liberté de conscience. Donc c'est pas parce qu'on a le modèle religieux qu'on doit abolir toute religion et que tout ce qui est religion, on ne doit pas le voir, on ne doit pas l'entendre. Il y a eu, en tout cas dans la tradition française, l'idée que la laïcité était une sorte de religion, un culte positiviste de la raison. Ce n'est pas la conception ouverte de la laïcité qui a été adoptée dans d'autres pays, où ce qui était important, c'était la reconnaissance du pluralisme, de la diversité. C'était un esprit complètement différent. Je pense qu'on va venir en France aussi à une conception plus ouverte de la laïcité, ou du moins je le souhaite. Je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser tout ce qui est religion au nom de la laïcité. C'est mal comprendre le fondement même de la laïcité française. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose à cette jolie conclusion, par ailleurs, de Raphaëlla? Hein, c'était pas mal, hein? Amen. Une belle synthèse. Amen. Amen. Écoutez, merci infiniment à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu participer à cet exercice, à cette émission ensemble. C'était un vrai plaisir. Merci. J'ai beaucoup apprécié, je trouve ça très intéressant. C'est rare de voir des émissions où on fait parler que des jeunes, mais en même temps, heureusement qu'il y avait un philosophe sérieux, professionnel pour nous cadrer un peu et apporter des éléments de sûreté, parce que, bon, on ne sait pas toujours. Une belle expérience qui permet, je pense, de refonder une structure entre les jeunes et la politique. C'est intéressant, on a pu bien voir différentes idées sur la laïcité ici. Difficile, je pense, après d'interagir avec tout le monde, vu les points d'idées différents, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé et j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire dans un avenir proche ou lointain. Anniversaire, mariage, naissance, au fil des années, ils ont filmé leur famille dans ces appartements tout neufs où ils avaient emménagé. On se retrouvait tous à démarrer ensemble dans cette nouvelle cité. C'était dans l'Essonne, et cela avait le parfum du bonheur. Nous sommes arrivés donc dans la tour en 1973, elle n'était pas encore totalement habitée. Et on n'avait pas du tout l'impression de vivre dans un immeuble insalubre ou dans un quartier pourri. Ils ont filmé les grands ensembles, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Los medicamentos evolucionan menos de lo que quieren las multinacionales. Tenemos medicamentos muy viejos que ya tienen la patente vencida, amortizada, de que no dan ganancias. La tendencia de las multinacionales hoy en el mundo, para poder ganar plata hay que encontrar rápidamente nichos de mercado y medicamentos nuevos permanentemente. Y en esa búsqueda desesperada por la ganancia, hacen cualquier cosa. La France est la première consommatrice de médicaments en Europe. Et chaque année, 500 nouveaux produits débarquent sur le marché français. Mais avant d'arriver dans nos pharmacies, ils ont tous été testés par des cobayes humains qui ont prêté leur corps à la science. Aujourd'hui, la moitié des essais cliniques conduits par des pays occidentaux sont réalisés dans des pays émergents. Depuis 5 ans, l'Argentine et ses 41 millions d'habitants est devenue une destination phare pour les géants de l'industrie pharmaceutique. À Santiago del Estero, l'une des provinces rurales les plus pauvres d'Argentine, le laboratoire britannique GSK a testé le Synflorix,
Un nouveau vaccin contre la méningite, l'otite et la pneumonie sur des milliers de bébés. Susanna et son mari se rendent une fois par mois dans ce cimetière où repose leur fils, Louis. Il faisait partie des 14 000 enfants cobayes recrutés par le géant britannique. Non. Non. Așa. Y la fecha de que falleció él, el 28 del 9 de 2007. O sea que tenía 3 meses. Au cours de ces essais cliniques, 13 autres familles ont déclaré la mort de leur enfant. No, no me gusta venir a verlo a mi hijo ahí donde está. Ya iba a tener 5 años. ¿Por qué han venido? ¿Para qué?